Mystère de la chasse sous-marine. D'initiation à la chasse sous-marine. Ma première journée de chasse. Ce documentaire s'adresse aux débutants, à tous ceux qui désirent s'initier à la chasse sous-marine, ainsi qu'à ceux qui pratiquent cette discipline depuis longtemps, mais qui, par manque de connaissances, commettent un certain nombre d'erreurs qui les empêchent de progresser. Il est bien clair que la seule visualisation de ce documentaire n'est pas suffisante pour pratiquer ce sport. Il est recommandé que les débutants s'inscrivent dans un club au sein duquel ils recevront une formation complète qui leur permettra de comprendre les principes physiques et les conséquences physiologiques qui configurent la plongée en apnée. Outil complémentaire adressé aux néophytes, ce documentaire, qui aborde surtout les aspects pratiques de l'initiation à la chasse sous-marine, les aidera à assimiler les connaissances acquises. La chasse sous-marine est un sport très exigeant qui requiert à la fois préparation physique, technique et expérience, trois éléments indispensables pour atteindre un bon niveau. La pratique de cette discipline prend beaucoup de temps. Cependant, les heures que l'on y consacre, savourant la beauté de la mer et traquant les proies longuement rêvées, sont déjà une belle récompense en elles-mêmes. Voir évoluer José Amengual, 3 fois champion du monde individuel, et son neveu Pedro Carbonell, lui aussi champion du monde, suscite l'admiration de quiconque se sent attiré par la chasse sous-marine. Arriver à ce niveau reste néanmoins exceptionnel. Pourtant, Amengual et Carbonell ont eux aussi été des débutants, assaillis par les mêmes doutes et les mêmes interrogations que vous. La chasse sous-marine est une discipline qui se pratique sans public, mais qui est si spectaculaire qu'elle mérite qu'une caméra sous-marine révèle ses secrets et la fasse connaître au grand public. Les conseils de ces chasseurs chevronnés, fruits d'une longue expérience et d'une vie entière consacrée à la mer, vous guideront lors de vos premiers pas, ou, plus précisément, vos premiers coups de palme. Vos progrès ne se feront pas attendre. Vous éviterez ainsi de commettre les erreurs et de courir les risques inutiles auxquels s'exposent les chasseurs qui apprennent seuls. Tony est un jeune Majorquin qui accompagne souvent Pepe et Pedro en tant que marins lors de leur sortie de chasse. À force de voir ces champions en action depuis la surface et de les aider à remonter leur proie sur le bateau, la curiosité pour ce que cachent les fonds marins et l'intérêt pour la pratique de ce sport se sont éveillés en lui. Qui pourrait rester indifférent ? Pour le moment, son caractère réservé et introverti retient Tony dans son propre monde, où il rêve à chaque instant de se retrouver nez à nez avec les fabuleuses proies capturées dans les profondeurs par cette paire d'as. L'attrait de la chasse, la capture de l'animal libre et rusé, est au fond de la nature et du passé biologique de notre espèce, qui a toujours dû lutter pour sa survie. Aujourd'hui, cette activité est devenue un sport réglementé qui se déroule dans un environnement très différent du nôtre, où les poissons ont beaucoup plus de chances d'échapper à l'homme qu'aucune autre espèce du règne animal objet de la chasse. Quiconque est entré en contact avec la mer a un jour rêvé de capturer une belle proie. Coño. Coño, tío.
Un jour, Tony ne peut plus se contenir et décide de se lancer pour voir ce qu'il se passe. Tony demande à Pepe s'il veut bien être son guide lors de ses premières leçons de chasse sous-marine. Pepe, un jour tu m'apprendras à chasser. On va s'y mettre tout soudain. Désormais, en tant qu'élève de José et Pedro, Tony sera notre guide. Nous allons apprendre à chasser en même temps que lui. Vous soumettre à un examen médical est la première étape que vous devez franchir pour vous initier à la chasse sous-marine. Il s'agit d'une révision médicale qui vous déclare apte pour la pratique de cette discipline. Il est vivement recommandé de vous affilier à un club où vous pourrez participer aux cours d'initiation proposés. Le moment est venu d'acheter l'équipement et de faire les bons choix. Les conseils d'un expert vous éviteront bien des déceptions et vous permettront de dépenser moins d'argent que si vous achetiez un équipement sans savoir réellement à quoi il sert ou s'il est adapté à vos besoins. Il nous faut tout d'abord choisir un masque de bonne qualité qui va nous permettre de garder une vision nette dans le monde sous-marin. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre équipement. Nous avons besoin d'un masque spécialement conçu pour la chasse sous-marine, à choisir parmi les nombreux modèles que les différents fabricants mettent sur le marché. Ces masques de chasse se caractérisent par un volume d'air interne réduit et une vision ample. En général, les masques destinés à la plongée, dont le volume d'air est plus important, ne sont pas adaptés à nos besoins. Évitez également les masques en silicone transparente qui créent des effets lumineux et des reflets internes. Comme chaque visage est différent, nous devons chercher le masque de chasse sous-marine qui s'adapte le mieux au nôtre. L'idéal est d'en acheter un que nous ayons eu l'occasion d'essayer en mer, prêté par un compagnon. Pour ne pas entraver la pratique de la chasse, le tuba doit être flexible, pas trop long et de forme anatomique, afin de s'adapter au profil de notre tête. Les tubas rigides, utilisés par exemple en plongée, ne conviennent pas à la chasse. En effet, lorsque nous traquons une proie, le moindre accrochage d'un tuba non adapté contre les rochers provoquerait un déplacement, donc un remplissage immédiat du masque, troublant la vue. Les tubas rigides présentent également l'inconvénient de gêner la remontée, car ils vibrent et freinent le chasseur. Un bon tuba est un tuba anatomique qui s'adapte au visage, doté d'un embout en silicone, tous deux très souples naturellement. En résumé, le tuba de chasse sous-marine doit être simple, flexible, d'un diamètre et d'une longueur adaptée, qui facilite la respiration. Le couteau est une pièce indispensable pour notre équipement. Sa mission principale consiste à nous libérer, d'une part de possibles enchevêtrements avec notre propre cordage ou le fil de l'arbalète, et d'autre part, des fils de canne à pêche et des débris de filets abandonnés au fond de la mer. Comme je te le disais, un couteau de grande taille n'est pas nécessaire. En effet, un petit couteau coupera aussi bien qu'un grand. Lorsqu'on pratique la chasse sous-marine, il faut toujours opter pour les dimensions réduites afin d'éviter tout accrochage. Le couteau sert également à achever des proies, telles que le congre ou la murène. Le couteau idéal est donc un petit couteau pointu et bien aiguisé. Il doit offrir une bonne prise en main et une gaine qui le maintiennent bien en place, mais qui permettent également de le saisir rapidement lorsqu'il s'agit par exemple de nous sortir d'un mauvais pas. Bon, il me faut aussi des gants et des chaussons. Oh, c'est comme si c'était fait. Les gants et les chaussons nous protègent du froid. Voici les gants et les chaussons. Pour la chasse d'hiver, le néoprène s'impose. Les gants ne doivent pas excéder 3 mm pour ne pas annuler notre sens du toucher. Les chaussons peuvent avoir entre 3 et 5 mm d'épaisseur en fonction des palmes que tu portes. J'ai besoin d'autre chose? Il te faut également une ceinture de lest. La ceinture de lest nous permet de composer la flottabilité positive pour descendre. En chasse sous-marine, il convient qu'elle soit élastique, afin qu'elle ne nous tombe pas sur la poitrine, lorsque la pression réduit le périmètre de nos hanches. Bon, je crois que j'ai tout. Tony, il te manque encore le principal pour la sécurité, une bouée de signalisation. Quand tu sors chasser, tu as 2 obligations, emporter ta licence et utiliser une bouée de signalisation.
Nous ne devons jamais sortir en mer sans une bouée assurant notre sécurité. Nous aborderons plus tard ses multiples usages. J'ai aussi besoin de palmes. Lesquelles me conseilles-tu? Il existe de nombreux modèles. Les mieux adaptés à la chasse sous-marine sont les palmes longues, dotées d'un chausson en caoutchouc et d'une voilure plastique. Avant de les acheter, essayez-les en ayant passé vos chaussons, afin de bien vérifier qu'elles ne vous serrent pas et n'entravent pas la circulation sanguine du pied. Pépé, comment tu trouves cette combinaison? Avec une fermeture éclair, elle me semble plus facile à enfiler. Il est primordial de ne pas se tromper au moment de choisir une combinaison. Les combinaisons conçues pour la chasse sous-marine sont différentes de celles destinées à la plongée en bouteille et aux sports aquatiques. Les propriétés fondamentales qu'exige notre discipline sont l'étanchéité et l'élasticité qui nous permettent de le mouvoir aisément. Rejetez les combinaisons à fermeture éclair, les cagoules séparées et le néoprène rigide. Quant à la couleur, il y en a pour tous les goûts. Une couleur discrète, cependant, nous aidera à passer inaperçu. Choisir sa première arbalète est également un chapitre délicat. Pépé nous expliquera plus tard les caractéristiques des différentes arbalètes. Tony dispose désormais de l'équipement nécessaire. Le jour J est enfin arrivé. Pour s'initier, il convient de choisir un jour où la mer est calme et de s'entourer de chasseurs émérites. À choisir, optez pour l'été, la température de l'eau étant plus agréable. On se souviendra toute sa vie de cette première fois. Il faut donc bien se préparer. Avant de commencer une journée de chasse, il faut prendre un bon petit déjeuner, composé d'aliments riches en hydrates de carbone et en glucides, tels que tartines au miel ou à la confiture, une banane et un jus de fruits relativement peu acide. Il est préférable de laisser passer quelques heures avant d'entrer dans l'eau. Après nous être assurés que la météo nous garantit une bonne mer toute la journée, nous naviguerons jusqu'à l'emplacement choisi. Dans ce documentaire, nous disposons d'un bateau pour sortir en mer. Mais il est fort probable que beaucoup d'entre vous commenciez à chasser à la palme, en accédant à l'eau depuis le rivage. Mais si possible, toujours en compagnie de chasseurs expérimentés. Pour accéder à l'eau depuis le rivage, il faut trouver un endroit qui nous permette d'entrer et de sortir facilement, même si l'état de la mer empire. Il faut bien s'informer des prévisions météo, surtout en ce qui concerne la direction du vent et l'état de la mer, sans oublier, le cas échéant, de consulter la table des marées pour déterminer le moment le plus favorable ou renoncer à sortir, s'il s'agit d'une journée à haut coefficient de marée. Accéder à ces lieux écartés du monde, en contact direct avec une nature à l'état pur, est la première satisfaction que nous procure la chasse sous-marine. Nous avons jeté l'ancre. Il faut tout d'abord gonfler la bouée de signalisation. Bon, Tony, la première chose que tu dois faire, c'est gonfler et préparer ta bouée. La bouée signale notre position dans l'eau, à nos propres compagnons et aux bateaux qui circulent en mer. Elle sert également à porter le matériel de rechange et l'accroche-poisson où nous allons enfiler les proies capturées. À présent, on va attacher l'accroche-poisson. On a placé un bouchon en liège à un peu plus de la moitié pour que les poissons s'arrêtent à cet endroit-là et ne risquent pas de percer la bouée. On va faire maintenant un nœud facile à défaire. On passe le bout par l'intérieur, puis on fait une boucle et on le passe comme ceci. Résultat, un nœud très résistant mais très facile à défaire en cas de besoin. On enfilera les poissons par ici, et lorsqu'on tractera la bouée en tirant sur l'enrouleur, ils n'iront pas plus loin que le bouchon. Avec ce type de montage, les poissons ne crèvent pas la bouée et ne freinent pas excessivement notre progression. Le cordage, pour tracter et ancrer la bouée, vient sur un enrouleur qui nous permet d'utiliser les mètres nécessaires
à chaque profondeur. Vale. Un coup d'œil à la bouée, qui flotte en surface, a vite fait de nous renseigner sur l'existence ou non de courant. Le moment est venu de nous équiper. Mira, Tony, a los trajes microporosos, Regarde, Tony, pour enfiler une combinaison microporeuse plus facilement, il faut la mouiller avec de l'eau savonneuse, c'est-à-dire de l'eau contenant un peu de savon liquide, comme celui que tu utilises pour prendre la douche. le pones, basta un poquito, con agua del grifo, Tu verses donc un peu d'eau à l'intérieur de la salopette ahora vas et tu fermes la partie d'en haut, ainsi que les jambes pour que l'eau se répartisse de façon la égale. parte de arriba y las piernas, para que el agua, diríamos, se reparta por todas partes por un igual. Ensuite, tu passes cette eau dans la veste dont tu as préalablement plié les manches et la cagoule. Tu répètes la même opération et tu es prêt à l'enfiler. Ahora tienes, pues, y ahora viene el momento de poner eso. Nous allons passer la combinaison, en commençant par la salopette. Mira, Tony, lo de los carpines, es que hay Tony, gente certaines que personnes n'enfilent pas correctement leurs chaussons. tiene que ir por Ils doivent debajo se del porter pantalón. en dessous du pantalon. Comme tu peux le voir, leur position idéale est celle-ci, Sí, car elle empêche l'entrée d'eau dans le chausson. ideal. Que así el agua La combinaison nous protège du froid. La densité de l'eau étant 800 fois supérieure à celle de l'air à température égale, nous souffrons d'une perte de chaleur beaucoup plus importante dans l'eau. Elle nous protège également des éraflures provoquées par le contact avec les rochers et d'un ramollissement excessif de notre peau, dû aux longues heures passées dans l'eau. Lo tienes que poner aquí adentro. Tu dois accrocher le couteau à la face interne du mollet. ¿ves? Bien placer son couteau est très important. Sa position doit nous permettre de l'utiliser en cas de besoin et ne pas représenter un point d'accrochage avec la corde de la No bouée. te lies. Actuellement, les combinaisons en néoprène microporeux sont les plus pratiques. Les enfiler à sec tient de la torture, mais avec un peu d'eau savonneuse, elles glissent facilement sur la peau. En hiver, nous pouvons préparer un thermos d'eau chaude à la maison. C'est toujours plus agréable. Il faut veiller à mettre une toute petite quantité de savon ou de shampoing, juste assez pour produire une mousse légère. Un excès de savon dans la cagoule pourrait, en effet, nous provoquer une douloureuse otite interne. Lorsqu'on enfile ou on ôte une combinaison microporeuse, il est important de le faire avec le bout des doigts, sans utiliser les ongles qui risqueraient de la percer ou de la déchirer. Une bonne combinaison de chasse sous-marine à notre taille doit s'adapter à notre corps comme une seconde peau. Elle ne doit pas faire de plis ni de poches qui laisseraient circuler l'eau à l'intérieur du vêtement. Il faut également veiller à ce qu'elle ne vous serre pas pour ne pas entraver la circulation sanguine. Une fois la veste enfilée, il faut l'ajuster au niveau des avant-bras. No, ni siquiera me voy a probar, me lo estoy probando ahora. Primero que te quede probar, porque si te arriba peligroso. La cagoule ne doit ni serrer ni se rétrécir au niveau du cou. Le masque se nettoie d'abord avec de la salive pour éviter la formation de buée. Après l'avoir rincé, nous l'ajustons à notre visage. Il faut s'assurer que la jupe ne chevauche pas le bord de la cagoule. La sangle réglable ne doit pas trop serrer pour ne pas finir avec un sérieux mal de tête. Il est important de ne pas laisser la frange ou des mèches de cheveux hors de la cagoule, car il provoquerait une entrée d'eau. Tu dois bien comprendre que tes cheveux vont permettre une entrée d'eau. Fais en sorte que ta frange reste sous le néoprène de la cagoule. La ceinture de lest à boucle réglable nous permet d'obtenir l'équilibre parfait en ajoutant ou en ôtant des pièces de plomb sans avoir à démonter la boucle. La quantité de lest nécessaire dépend de l'épaisseur de la combinaison et de notre constitution physique. Cependant, on peut se faire une idée en appliquant la règle de calcul suivante. Ajoutez 2 à l'épaisseur en millimètres de la combinaison pour obtenir, approximativement, les kilos de plomb nécessaires pour trouver l'équilibre. Chaussons ensuite les palmes. Avec les pieds mouillés, elles s'enfileront plus facilement. Les gants sont à mettre en dernier, car ils nous rendent un peu pâteaux. Cómo entrar en el
Il arrive souvent que les masques neufs, surtout ceux en silicone, se remplissent de buée à cause de résidus gras qui restent sur les vitres. Hé Pedro, j'ai nettoyé mon masque comme tu me l'as dit, mais il est plein de buée. Nous pouvons éviter la formation de buée en laissant tremper le masque quelques heures dans de l'eau avec quelques gouttes de produit vaisselle. Sachez que les experts ne sortent jamais en mer sans un masque de rechange. Je crois que tu as besoin d'un kilo de plomb supplémentaire. Pedro nous montre le parfait équilibre en réalisant un test simple en surface. En position verticale, au repos, l'eau doit lui arriver juste sous le nez, couvrant la bouche. Il convient d'avoir un plomb de réserve sur le bateau ou dans son sac en cas de besoin. Le canard est le mouvement qui nous permet de passer de la position de natation en surface à celle de descente en piqué vers le fond. L'erreur typique du débutant consiste à battre inutilement des palmes hors de l'eau. Ce genre de palmage frénétique nous fait consommer plus d'air et effraie le poisson. Si on arrive à dominer la technique du canard, nous aurons beaucoup moins de problèmes à réaliser une bonne descente et à capturer des proies. À force d'entraînement, on doit assimiler ce mouvement jusqu'à l'exécuter de façon automatique. Toute notre apnée va dépendre de ce coup d'envoi particulier. Tirer parti de l'élan que nous donne un coup de rein, pliant le tronc à 90 degrés vers le bas, nous permet d'économiser de l'air et de descendre les premiers mètres par inertie. Pendant la descente, la pression pousse le tympan vers l'intérieur, provoquant une douleur aiguë. Comme la pression de l'oreille moyenne est une pression atmosphérique, le tympan pourrait se perforer si on ne parvient pas à équilibrer cette pression. Le moyen le plus efficace pour rééquilibrer la pression est la manœuvre de Valsalva, qui consiste à se pincer les nez entre le pouce et l'index et de souffler par le nez, la bouche fermée. L'air emprisonné pénètre dans les trompes d'Eustache et arrive jusqu'à l'oreille moyenne, où il rééquilibre la pression en poussant la membrane du tympan jusqu'à ce qu'elle reprenne sa position normale. On peut répéter cette manœuvre en douceur, chaque fois que l'on ressent un gêne au niveau du tympan. Il est nécessaire de compenser uniquement pendant la descente, jamais en remontant. Certaines personnes, comme Pedro Carbonell, sont capables de compenser simplement en déglutissant sans se pincer le nez. Parfois, surtout lorsqu'on est enrhumé et que les trompes d'Eustache sont bouchées par la mucosité, la manœuvre de Valsalva peut s'avérer insuffisante pour compenser la pression. Si la compensation est impossible, il faut interrompre la descente. De retour à la surface, il faut se moucher, voire inspirer de l'eau salée par le nez afin de bien nettoyer les fosses nasales. Pedro nous montre comment procéder. Il peut être nécessaire de retirer la cagoule afin d'éliminer un possible vide qui se serait formé entre le néoprène microporeux et le tympan. Si rien de tout ça ne résout le problème, il vaut mieux renoncer à chasser ce jour-là. L'arme que nous utilisons pour chasser est une arbalète. Actuellement, les arbalètes propulsées par Sandoz sont les plus courantes. Il en existe de toutes les tailles et pour toutes les bourses. Pour pratiquer la chasse sous-marine à un certain niveau, le chasseur doit disposer d'au moins 3 arbalètes de tailles différentes. Quand je parle de la taille, je fais référence à la longueur du tube. D'après moi, l'arbalète adaptée à la chasse à trous, sur des distances très courtes, est celle-ci, dont le tube mesure environ 50 cm. Ensuite, on a la tout-terrain, une arbalète de 75 cm qui permet de capturer des proies de plus grande taille sur des distances supérieures. Et finalement, cette arbalète-ci qui s'utilise pour chasser à l'agachon ou à la coulée. Il s'agit d'une arbalète plus longue qui peut mesurer entre 90 cm et 1 mètre, dont l'utilisation dépend de la zone de chasse et des captures qui peuvent s'y faire. Je vais vous expliquer comment on attache le nylon de la flèche à l'arbalète. Sur l'arbalète, on a un bout de corde auquel on a fait une boucle. On a préalablement fait un nœud à l'extrémité du nylon.
On passe le nylon par la boucle, on lui fait faire le tour par derrière et on tire. y tensamos. Es una vaga así, Ce genre de nœud permet de sortir la flèche en cas queda d'urgence. así. En tirant rapidement sur cette extrémité, on défait le nœud et on libère la flèche. Y rápido, pues tiro de aquí y lo saco. Charger l'arbalète est plus une question de technique que de force. Il faut saisir fermement les sandeaux, appuyer fortement la culasse sur le bas du thorax ou sur le thorax lui-même en fonction de la longueur de l'arbalète. Il faut ensuite tirer vers soi, non seulement avec la force des bras et des avant-bras, mais également et de manière synchronisée avec les dorsaux, les abdominaux et les pectoraux. Il ne faut pas lâcher les sandeaux jusqu'à ce que l'obus qui les unit soit parfaitement encastré dans le cran de la flèche. D'un mouvement décidé et continu, on encastre l'obus dans le premier cran. En général, on ne charge l'arbalète qu'au premier cran, à moins d'être sûr de pouvoir capturer une grande proie. Pépé montre à Tony où il doit appuyer la culasse de l'arbalète pour la charger sans problème. On ne doit jamais charger une arbalète à sando sans porter de gants. En effet, si l'obus venait à s'échapper de l'encoche, on pourrait souffrir de sérieuses lésions aux doigts. Pour préparer la descente, chaque chasseur a sa propre méthode. Cette fois-ci, Tony, qui est descendu aux côtés de Pépé, remonte suffoqué, semblant avoir oublié qu'il n'est encore qu'un débutant. En apnée, c'est-à-dire en retenant sa respiration, interviennent de nombreux facteurs, dont le facteur psychologique. La nervosité ou l'excitation ne sont pas les meilleures conditions pour réaliser une bonne descente. Se détendre est donc la première chose à faire. Il faut ensuite baisser son rythme cardiaque et préparer ses poumons. Quelques aspirations lentes et rythmées, expirant naturellement, seront suffisantes et plus sûres que n'importe quelle autre méthode. Nous déconseillons vivement la technique très dangereuse de l'hyperventilation des poumons, qui consiste à augmenter le rythme et la profondeur du cycle respiratoire pendant un certain temps avant de descendre. L'apnée est une question de temps, de beaucoup de temps. Il ne faut donc pas que cela devienne une obsession. En réalisant des apnées de courte durée, on peut pratiquement capturer de nombreuses proies, chassant sans risque, en toute sécurité. C'est dans les petits fonds que l'on acquiert les bases de la chasse sous-marine. Plus tard, les plus avantagés pourront s'adonner gaiement aux apnées profondes. Avec le temps et de l'entraînement, on devient plus performant. Cependant, il faut toujours garder une marge de sécurité en notre faveur. La remontée est le moment le plus délicat de l'apnée. On doit faire preuve de sang-froid et d'autocontrôle. Malgré le besoin impérieux de respirer, la remontée doit s'effectuer sans à-coups. Si on accélère le mouvement, la consommation d'oxygène va automatiquement augmenter. La remontée doit être lente mais continue, sans changement de rythme et jouant la carte de notre propre flottabilité positive dans les derniers mètres. Le poulpe est la première proie des débutants. Ce céphalopode est un animal timide et méfiant. Son mimétisme n'a pas de limite, allant jusqu'à changer de texture. Le chasseur sous-marin doit apprendre à le découvrir. Parfois, de petites pierres ou quelques coquilles de mollusques vides entassées devant son repère le trahissent. C'est le cas de ce poulpe que capture José Amengual. Pour réduire la puissance de son arbalète et ne pas plier la flèche lors d'un tir à courte distance, José utilise une technique qui requiert de l'expérience. Il tient fermement les sandeaux avec une main au moment d'appuyer sur la gâchette. Outre sa réputation sur le plan culinaire, le poulpe nous aide à aiguiser notre vue et nous apprend à distinguer plus rapidement les proies qui se camouflent dans les fonds marins. Lors de la descente, certains chasseurs ôtent l'embout de leur bouche, afin de pouvoir respirer directement lorsqu'ils émergent en surface. Mais en général, l'embout doit rester en place jusqu'à l'arrivée en surface, où l'on souffle l'air résiduel pour vider l'eau du tuba,
et pouvoir ainsi respirer. Tirer sur les proies de trop loin est la première erreur que commettent les débutants. Il faut savoir que l'arbalète a une portée maximale de 2 à 3 mètres en fonction du modèle utilisé. Pour bien faire les choses, il faut donc s'approcher de la proie le plus près possible, sans être vu. Cependant, si notre approche n'est pas silencieuse et précise, nous allons faire fuir les poissons rapidement. C'est au cours de ces premières sorties de chasse qu'il est crucial de ne pas prendre de vices ni de mauvaises habitudes qui, une fois acquis, sont difficiles à corriger. Inspecter les rochers et les trous, tel que Tony est en train de le faire, est une erreur classique que nous avons tous commise. Tony, cependant, chasse aux côtés d'un expert qui le surveille de près et le corrige, et qui n'est autre que José Amengual. Vous pouvez vous aussi apprendre la leçon et vous imposer comme discipline la prospection des pierres à la façon Amengual. Esta piedra Tu ne no la dois pas tienes t'y que prendre mirar ainsi. así. Au début, on a du mal. Prospecter les pierres, en faisant le poirier, les palmes vers le haut, paraît insensé. Mais si on insiste un peu, cela devient vite une habitude qui semble toute naturelle. Vous vous demanderez sûrement pourquoi faut-il respecter les cavités à l'envers. Est-ce un caprice d'Amengual? Eh bien non. Les raisons d'une telle gymnastique sont toutes simples, comme nous pouvons le voir sur ces 2 images, où Amengual utilise les 2 techniques différentes pour fouiller une faille. Si on utilise la mauvaise technique, on cache une bonne partie, sinon toute la lumière qui éclaire la cavité. Les poissons alarmés tentent de fuir par d'autres sorties. De plus, l'observation du plafond de la cavité est beaucoup plus compliquée, car notre angle de vue nous est défavorable. Si en revanche, on passe juste la tête à l'entrée du trou, on cache moins la lumière et on effraie donc moins les poissons. En outre, avec les yeux plus près du sol, même si on perçoit l'image à l'envers, on possède un meilleur angle de vue, surtout lorsqu'il s'agit d'un trou aux dimensions réduites. Dans certains cas, comme lorsqu'on prospecte une faille près du fond, il est impossible de s'y prendre autrement, car il n'y a pas de place pour s'allonger. Pour assimiler cette technique fondamentale, la première chose à faire est d'oublier les poissons et de vous concentrer uniquement sur la technique de prospection qu'Amengual vous a enseignée. Sans même vous en rendre compte, vous apprendrez à chasser correctement et votre accroche poisson s'alourdira de lui-même. Lorsqu'on se penche dans un trou, et après avoir jeté un premier coup d'œil général, pendant que nos yeux s'habituent à l'obscurité et nos pupilles se dilatent, il faut inspecter, à l'aide d'une torche électrique, les coins les plus sombres, où les proies se cachent habituellement. Si on ferme les yeux pendant les derniers mètres de la descente, nos pupilles seront déjà dilatées avant de mettre la tête dans le trou. La torche électrique est un outil indispensable pour pratiquer la chasse à trous. De dimension réduite, mais dotée d'un faisceau lumineux concentré, on doit pouvoir l'allumer et l'éteindre avec une seule main. Si elle est gainée de néoprène, on évitera tout bruit inutile si la torche tape contre les roches. Il est préférable de la porter au poignet à l'aide d'un élastique. Amengual prospecte les pierres en utilisant sa technique magistrale. À faible profondeur et sans aucune écaille en vue, il capture un sard où on s'y attend le moins. Il n'est pas descendu à grande profondeur et il n'a pas réalisé une longue apnée. Il a tout simplement appliqué sa technique de chasse par petits bonds, technique qu'il vous faut apprendre sans tarder si vous voulez devenir un jour un bon chasseur sous-marin. Tony est attentif aux moindres détails. Il assimile rapidement les gestes d'Amengual et l'imite dans la mesure de ses possibles. Il a, lui aussi, repéré un poulpe. Faisant preuve de calme, il vise la tête et décoche sa flèche. Viser entre les 2 yeux empêche que le poulpe s'accroche désespérément au rocher et facilite ainsi sa capture. Le poulpe est une capture idéale pour étrenner l'accroche-poisson du débutant.
La plupart des pierres que l'on visite sont vides. C'est une réalité que même les grands champions doivent affronter. Il ne faut pas se laisser décourager pour autant. Plus vous fouillerez de pierres, en faisant les choses comme il se doit, plus vous aurez de chances de capturer une proie. Votre instinct de chasseur s'affinant avec le temps, vos critères de sélection vous permettront bientôt de trier les bonnes pierres avec précision. Posté à quelques mètres de profondeur, il faut tout d'abord analyser la structure du fond pour essayer de deviner où pourraient bien se réfugier les poissons. En général, et particulièrement en Méditerranée, les poissons sont cachés dans leur tanière ou déambulent dans l'ombre des rochers. On perd son temps à chercher les poissons en goguette à ras du sol ou nageant en pleine eau. Amengual a épinglé un petit barracuda et tire sur le fil jusqu'à saisir le poisson avec la main, sous le regard attentif de Tony. Ensuite, il l'achève et l'enfile sur l'accroche-poisson. Il est important de viser un point vital de l'animal. Pour sécher net un poisson, il faut tirer juste derrière la tête. Avec un tir bas dans le ventre, le poisson peut se décrocher facilement et fuir blessé. Voir Amengual en action peut confondre le néophyte, car avec lui, tout paraît un jeu d'enfant. On doit descendre calmement, en mesurant nos coups de palme, et finir l'approche dans les derniers mètres, sans palmer du tout. Cette technique nous permet de consommer moins d'oxygène et de ne pas effrayer le poisson. Encore un sard, une nouvelle récompense pour qui a réalisé un bon travail. Même s'ils ne nous voient pas, les poissons cachés sous les pierres sont capables de capter les vibrations grâce à des organes sensoriels spéciaux distribués le long de leur frange latérale. Une approche calme et sans à-coups est à la base d'une bonne technique de chasse. Il faut d'abord apprendre à chercher le poisson et à le repérer pour ensuite pouvoir le capturer. Chaque espèce a son propre caractère et ses petites habitudes qu'il faut petit à petit apprendre à bien connaître. Un petit sard récompense la constance de Tony. Une première capture est toujours importante. Une fois dans la main, il faut achever le poisson pour mettre fin à ses souffrances et l'enfiler sur l'accroche-poisson, fixée à la bouée. Pour tuer net un poisson, il suffit d'introduire la pointe de la flèche du couteau ou du stylet de l'accroche-poisson dans l'ouïe et d'un geste brusque vers le haut, la faire sortir par le sommet de la tête. Amengual nous montre comment faire. Il vaut mieux que les débutants achèvent leur capture une fois l'avoir passé sur le fil de l'accroche-poisson et avoir libéré la flèche. De cette façon, il est impossible que le poisson s'échappe, même si les mains qui le manipulent manquent encore d'expérience. Sur ces images, nous voyons Pedro Carbonell descendre et parcourir les fonds en silence, en moulant au profil des rochers, sans créer la moindre perturbation qui pourrait alerter les poissons. Ce savoir-faire est le résultat de longues années d'entraînement. Pedro surprend un sard dans son trou. Il n'a pas perçu sa présence et il n'a pas le temps de réagir. Capturer des proies au fond de la mer est un art difficile. Un chasseur, digne de ce nom, respecte la mer et prend soin d'elle, s'attenant aux lois qui garantissent sa préservation.
Hélas, les arbalètes sont parfois entre les mains de personnes qui ne méritent pas le nom de chasseurs sous-marins. Ne contribuez pas à renforcer les arguments des détracteurs de la chasse sous-marine, déjà trop nombreux. Capturez uniquement des proies dont les dimensions excèdent la taille établie. Avec un style correct et l'arbalète au corps, Tony descend, cherche et tire. En général, un poisson blessé a tendance à se réfugier dans son trou, entraînant la flèche derrière lui. La plupart du temps, il ne faut pas prolonger dangereusement l'apnée. Après avoir tiré, il vaut mieux remonter à la surface pour respirer. Une fois le souffle récupéré, on aura tout le temps de redescendre afin de récupérer notre capture, dans ce cas-là, un thon gris. Il faut faire très attention à ne pas se prendre dans le fil de la flèche. On pourrait se retrouver dans une situation délicate. Tony descend. Il a vu une silhouette à l'entrée d'un trou. Il vise et appuie sur la gâchette, mais l'arbalète ne semble pas fonctionner malgré plusieurs tentatives. Tony a perdu un poisson et maudit l'arbalète. Pourtant, elle n'y est pour rien. Il a tout simplement oublié d'enlever la sécurité. Ça arrive à tout le monde, au moins une fois. En général, les chasseurs chevronnés désactivent ce dispositif de sécurité, car la seule mesure de sécurité vraiment efficace consiste à ne jamais pointer l'arme vers soi-même ou vers son compagnon. Une arbalète dotée de sando performant est une arme mortelle. La puissance de pénétration d'une flèche est bien supérieure à celle d'une balle de fusil. Lorsque vous empoignez une arbalète, vous avez entre les mains une arme potentiellement dangereuse. En voici la preuve. Ces images démontrent que la capacité de pénétration d'une arbalète d'1 mètre de long est 4 fois supérieure à celle d'une balle de fusil utilisée pour la chasse au gros. C'est tout à fait compréhensible. Les grandes dimensions de l'arbalète lui confèrent une inertie supérieure qui génère une propulsion plus puissante, qui se traduit par une plus grande pénétration. La portée d'un fusil sous l'eau est d'à peine 1 mètre. Lorsqu'on tire sur une proie d'un fond rocheux, il est assez fréquent que la flèche s'incruste dans une fissure et qu'il soit impossible de la libérer en tirant sur le fil. C'est ce qui vient d'arriver à Tony. Après avoir respiré en surface, il redescend pour essayer de libérer la flèche en tirant sur elle de toutes ses forces, autant d'efforts inutiles et dangereux lorsqu'on se trouve au fond. On ne doit jamais tirer sur le fil d'une flèche prise dans la roche. Pour la libérer, il convient d'utiliser un outil spécial en acier inoxydable conçu par José Amengual et Sébastien Carbonell il y a quelques années. Pépé, ma flèche est coincée dans les rochers. Je vais te montrer comment on utilise cet outil. En général, c'est l'ardillon qui retient la flèche. À l'aide de cet outil spécial, on peut faire tourner la flèche autour de l'axe et la sortir avec un minimum d'effort. Cet instrument peut s'utiliser directement avec les mains ou soudé à une tige de métal pour accéder aux endroits difficiles où le bras n'est pas suffisamment long. Il convient de toujours l'avoir sur le bateau ou sur la bouée. Il n'y a pas moyen de libérer la flèche, ne vous obstinez pas. Coupez le fil et continuez à chasser avec une flèche de rechange. Pedro nous montre comment la monter sur l'arbalète. Pas à pas, notre style se perfectionne et on commence vraiment à profiter de ces sorties de pêche, à la découverte des secrets que renferme le fond de la mer. On parle d'aquacité lorsqu'on fait référence à l'aisance des mouvements effectués dans l'eau, aussi bien en surface qu'en profondeur. Il s'agit de tirer parti des lois physiques qui régissent ce milieu, si différent de la Terre, en imitant dans la mesure du possible les mammifères qui y sont parfaitement adaptés.
Comme il est difficile d'imiter directement un dauphin ou un phoque, essayons d'imiter les hommes qui leur ressemblent le plus dans leur façon de se mouvoir sous l'eau. Chaque chasseur doit chercher son propre style, mais au début, observer le style des pros est un grand avantage. Grâce à ces images, vous pouvez étudier minutieusement les mouvements d'Amengual et de Carbonell, une chance que n'ont pas eu de nombreux chasseurs qui ont dû apprendre à chasser seuls, sans pouvoir compter sur de telles références. Tony assimile rapidement la technique de ses professeurs. Nous le voyons ici effectuer une descente impeccable et repérer une rascasse qu'il transperce en toute tranquillité. Être calme est très important lorsqu'il s'agit d'appuyer sur la gâchette. Un tir précipité est presque toujours un tir manqué. La rascasse se sent en sécurité face au chasseur. Elle est sûre de son mimétisme et ne cherche pas à fuir. La débusquer n'est toutefois pas chose facile. Une fois capturée, il faut la manipuler avec précaution, car les épines de sa nageoire dorsale et de ses opercules sont venimeuses. Pedro aide Tony à achever la rascasse avant de la passer à la croche-poisson. Lorsqu'on s'initie à la chasse à trous, il faut savoir limiter la zone que l'on va prospecter dans la journée. Même si le poisson n'abonde pas ou la zone choisie paraît déserte, il vaut mieux passer un endroit au peigne fin plutôt que de tracter la bouée sur des kilomètres pour rien. Passer correctement les captures sur la croche-poisson permet de les remorquer dans le sens naturel de la nage, limitant ainsi au maximum la résistance lorsqu'on se déplace en surface. Quand on a trouvé un bon emplacement, on lâche le petit lest de la bouée et on se met à chasser dans les environs. C'est seulement lorsque cette zone-là a été consciencieusement fouillée qu'on part ailleurs, traînant la bouée derrière nous. Tony descend tranquillement. Il possède un bon style, qui lui permet une bonne pénétration dans l'eau. Ses progrès sont évidents. Sûr de lui à faible profondeur, il commence à se demander, comme tant d'autres, ce que lui réservent les prochains mètres. C'est automatique. Lorsqu'un chasseur acquiert une certaine aisance à faible profondeur, il pense immédiatement à descendre plus bas. La plupart des chasseurs croient que, plus on descend, plus les captures sont nombreuses. Et si on peut descendre à 8 mètres, pourquoi pas à 10 mètres ou à 12 mètres? L'expérience d'Amengual démontre tout le contraire. La technique de chasse s'acquiert dans peu d'eau, et c'est seulement plus tard, au bout de quelques années, qu'on pourra chercher la profondeur. Pépé, maintenant que je sais descendre, tu ne crois pas que je trouverai davantage de poissons plus en profondeur? Tony, à ce stade, tu dois continuer, pendant un certain temps, à chasser à faible profondeur, là où on apprend vraiment à chasser. Quand tu auras plus d'expérience, on descendra plus profondément. Insistons encore une fois sur une idée qui nous semble fondamentale. Pépé descend et capture un petit corbe dans peu d'eau, pendant que Tony le surveille depuis la surface. La chasse en binôme est une mesure de sécurité que tous les chasseurs, surtout les débutants, doivent adopter. La proie la plus convoitée en chasse sous-marine est le mérou. On peut également le trouver par petits fonds, comme Pedro sur ces images. De nombreux chasseurs sous-marins ne se considèrent pas de vrais chasseurs tant qu'ils n'ont pas capturé le premier mérou. Il ne faut surtout pas que cette idée farfelue ne devienne une obsession. Il est évident que la capture de votre premier mérou sera pour vous une grande satisfaction, mais votre apprentissage ne doit pas être assujetti à sa capture. Chaque chose en son temps. Obligez-vous à respecter les tailles établies pour chaque espèce, d'autant plus s'il s'agit d'un mérou. Il est fréquent que les poissons nous jouent des tours. Ça aussi, ça fait partie de notre discipline. Ne laissez pas la frustration vous décourager,
car les poissons qui vous ont échappé sont ceux qui maintenant vivent l'émotion et garantissent le futur de notre sport. Une proie que vous avez été sur le point de capturer, qui a esquivé votre flèche et qui a finalement disparu entre les pierres ou dans le bleu, est une proie dont vous vous souviendrez, dont vous rêverez la nuit et qui vous poussera à sortir chasser jour après jour malgré les échecs. Lorsqu'on parle d'initiation à la chasse, il faut absolument parler des dangers qui guettent le chasseur. La bouée est un élément primordial pour assurer notre sécurité. Elle signale visuellement notre position, elle nous permet de transporter le matériel et en cas de besoin, de s'y accrocher pour se reposer. Le son voyage dans l'eau plus rapidement. Si vous vous trouvez au fond et que vous entendez un bruit de moteur, remontez à la surface le plus près possible de la corde de la bouée, de façon à émerger juste à côté d'elle. Les bateaux sont un danger réel, toujours plus présent, auquel vient s'ajouter la prolifération des motos aquatiques. Souvenez-vous également que les bateaux à voile ne font aucun bruit, mais qu'un coup de coque ou de dérive peut être fatal. En été, lorsque la circulation est intense, il vaut mieux ne pas fréquenter certains lieux, tels que les accès au port, les passages entre îles et certains caps, que vous aurez tout le loisir de visiter lorsque la situation sera plus tranquille. Pas la peine de courir des risques inutiles. Disposer d'un bateau et d'une personne compétente à bord sont deux éléments qui renforcent la sécurité que nous offre la bouée. La syncope est le plus grand danger à l'affût du chasseur sous-marin. Il s'agit d'un évanouissement qui se produit pendant la remontée, généralement à quelques mètres de la surface et parfois même une fois arrivé à la surface. La syncope se produit lorsque la durée de l'apnée a excédé la capacité pulmonaire du chasseur. Cet accident est largement abordé pendant les cours de chasse sous-marine, donnés par les médecins de la Fédération. Malgré tout, la syncope fait, chaque année, des victimes parmi les jeunes et les moins jeunes. Si personne n'est là pour secourir le chasseur, ce dernier a peu de chances de s'en sortir. Tony, tu dois toujours remonter en gardant une réserve d'air importante. Tu ne dois pas pousser l'apnée jusqu'à l'épuisement, car la syncope ne prévient pas. La mesure de sécurité principale est de ne pas s'épuiser lors de la descente et d'avoir toujours un compagnon à ses côtés. Vous vous demanderez également s'il est bon de manger ou de boire pendant la journée de chasse. Même si certaines personnes ne le font pas, il est recommandé, surtout en été, de maintenir une bonne hydratation en buvant une boisson isotonique qui remplace les sels minéraux perdus. Il est conseillé de manger quelque chose de léger, dont l'apport énergétique soit important, comme par exemple une banane ou tout autre fruit. Une fois à terre, soyons discrets. Montrer ces captures ne sert qu'à éveiller la jalousie des pêcheurs professionnels. Voici quelques statistiques réelles pour ceux d'entre vous qui les ignorent. Un grand chalutier capture plus de poissons en une seule journée de pêche que l'ensemble des chasseurs sous-marins espagnols en une année. Dépourvu de système de tri, le chalutier rejette à la mer un certain pourcentage de prises, déjà mortes, parce que leur taille est inférieure à la maille établie pour leur commercialisation. Tony, il faut toujours décharger l'arbalète dans l'eau. Souvenez-vous que c'est une arme dangereuse, qu'il ne faut jamais charger ou décharger hors de l'eau. Il ne faut jamais monter dans un bateau avec une arbalète chargée. N'attendez pas d'être épuisé pour mettre fin à une journée de chasse. En mer, les heures passent rapidement. Le temps semble s'écouler autrement que sur terre ou sur un bateau. Il est donc préférable de mettre une montre étanche à son poignet afin de ne pas perdre la notion du temps et savoir l'heure qu'il est. Nous respecterons ainsi notre horaire, sans inquiéter proches et amis qui attendent notre retour. Le moment est venu d'ôter notre équipement, si possible à l'abri du vent.
ôter sa combinaison requiert également une certaine technique pour éviter de la déchirer. Il vaut mieux que la combinaison soit mouillée. Si elle a séché pendant la navigation du retour, un petit plongeon nous aidera à l'ôter plus facilement. En soulevant le bas de la veste et en relevant le col de la cagoule, nous pouvons l'enlever nous-mêmes, en prenant garde à ne pas tirer excessivement sur la sous-cutale pour ne pas la déchirer. Vous pouvez toujours avoir recours à votre compagnon en appuyant les mains sur ses genoux pendant qu'il tire sur la veste. Une fois rincée à l'eau de mer, on peut la plier et la ranger dans son sac avec le reste de l'équipement. Pour prolonger la vie de votre équipement, il faut le tremper dans de l'eau douce afin d'éliminer le sel marin. Il faut ensuite l'essorer et le mettre à sécher à l'ombre. Soigner son matériel permet d'éviter des dépenses inutiles et bien des contretemps, car il est bien connu que le matériel mal entretenu nous fait faux bond au moment le moins indiqué. L'arbalète mérite une attention particulière. Après l'avoir rincée, il faut vérifier que la pointe de la flèche est intacte et l'aiguiser si besoin est. N'oubliez pas non plus de vérifier l'état des piles de la torche électrique. Une fois changé, le moment est venu de reprendre des forces en mangeant voracement l'encas préparé à la maison, dans lequel il ne doit pas manquer un fruit. C'est le moment d'échanger nos impressions et de connaître l'opinion de José et de Pedro sur le déroulement de la journée. En fin de journée, il est bon de faire son autocritique et d'analyser ses erreurs afin de pouvoir les corriger. Nous sommes sûrs que ce film va vous être utile. Si vous avez pu assimiler les quelques principes de base que nous avons tenté d'expliquer le plus clairement possible, nous considérons notre mission accomplie.